Bonjour et bienvenue à notre 4e saison de Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute et créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aimer pleinement, mais pas aveuglément. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos suggestions ou vos questions que vous aimeriez qu'on réponde sur le podcast. Vous pouvez aussi aller visiter notre site internet, lesexologue.ca, pour voir tous nos services, nos programmes, ainsi que consulter l'un de nos professionnels en tout temps à notre clinique. Donc, je suis vraiment heureux d'être de retour après une longue pause pour la saison 4. Comme je disais tantôt, nous allons aborder comment aimer pleinement, mais pas aveuglément. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'où vient cette idée-là? Eh bien, j'avais une conversation avec justement une de mes clientes, et puis c'est un questionnement qui revient quand même assez souvent. Comment justement on peut aimer? Quelles sont les différentes façons d'aimer? Comment intensément on peut aimer? La crainte d'être la personne qui aime plus que l'autre personne dans la relation. Comment se protéger finalement de ne pas être trop en amour comparativement à l'autre, et aussi comment on fait confiance ou pas aux autres. Est-ce qu'on peut vraiment être aveuglément amour et faire entièrement confiance à son partenaire, ou doit-on avoir une certaine retenue, vigilance, voire jalousie même peut-être, pour s'assurer de bien surveiller son partenaire? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. L'amour, c'est quelque chose qui se vit de façon différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui tombent en amour très rapidement. Il y a d'autres personnes qui tombent en amour très lentement. Il y a des gens qui ne veulent jamais tomber en amour par crainte, par insécurité ou anciennes blessures qu'ils ont eues. Donc, posez-vous la question, vous, votre modus operandi typique, la manière typique que vous avez tendance à tomber en amour, c'est quoi votre pattern? Est-ce que vous tombez rapidement en amour? Vous avez plus tendance à tomber en amour avec des gens qui étaient initialement vos amis et qui sont devenus par la suite des amoureux. Vous êtes sur les applications, vous datez plusieurs personnes, vous prenez le temps d'apprendre à connaître ces personnes-là. Rapidement, les émotions embarquent. Est-ce que c'est suite à une relation sexuelle pour certains d'entre vous? Qu'est-ce qui, justement, titille ou suscite votre amour? Et après ça, comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce qu'elle change avec le temps? Qu'est-ce qui peut influencer positivement ou négativement votre amour? Et donc, plus on connaît une personne, plus on est capable vraiment de dire qu'on est en amour avec cette personne, parce qu'on la connaît de plus en plus. Moins qu'on connaît une personne, plus on a tendance à être en amour avec potentiellement l'image, en fait, qu'on veut que cette personne-là soit, ou l'idéal qu'on projette sur cette personne-là. Et c'est dans ce genre de type de sentiment amoureux, ou la manière le pattern qu'on tombe en amour, qu'il faut faire attention. Parce qu'il est inévitable que si ça fait juste 3 semaines qu'on connaît quelqu'un, on ne va pas nécessairement avoir beaucoup d'informations sur cette personne-là. Parfois, les gens qui ont comme des coups de foudre ou des chocs amoureux là, vont souvent décrire que c'est comme si on se connaissait depuis toujours, ça clique, on a vraiment une chimie, etc. Puis, effectivement, peut-être que vous avez une chimie avec les expériences dont vous avez eues pendant ces 3 semaines-là ou ces quelques mois-là. Mais pour vraiment connaître quelqu'un, il faut avoir vécu différentes expériences pour vraiment déterminer, OK, cette personne-là, elle est réellement ce que je perçois de elle. Et vraiment, avant d'avoir une forme de confirmation par rapport à ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir vécu l'expérience. Donc, il y a des événements qui nous suscitent davantage de réactions, comme par exemple l'argent, acheter une maison, avoir des enfants, faire notre premier voyage ensemble, rencontrer la belle famille. Ce sont tous des événements qui sont significatifs pour bien des gens dans la relation. Et puis, apprendre ou traverser ces circonstances-là, ces contextes-là, font en sorte qu'on va découvrir qui est notre partenaire. Comment est-ce que mon partenaire réagit par rapport à ma vie sociale? Comment mon partenaire réagit si je veux ouvrir le couple? Comment est-ce que mon partenaire réagit quand je lui parle d'un fantasme, de mes préférences sexuelles, que j'initie quelque chose de façon spontanée dans la sexualité? Quel genre de cadeau est-ce que j'ai tendance à faire ou comment je les reçois? Quand j'ai vraiment besoin d'aide, je suis malade, comment est-ce que ma partenaire réagit dans ces moments-là? Quand on a un conflit majeur, quelles sont les stratégies de conflit que l'autre personne vont avoir? Est-ce qu'ils sont productives, malsaines, toxiques, destructrices, vengeardes? Donc,
C'est à travers ces événements-là, ces situations-là, qu'on apprend à connaître l'autre. Et donc, c'est ça qui m'amène à poser la question, comment est-ce qu'on aime pleinement, mais pas aveuglément, si effectivement, ça prend du temps avant de connaître des gens. Puis on peut apprendre à connaître quelqu'un après 30, 60 ans. On les connaît très bien après ces nombreuses décennies-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tout appris de eux. Il y a toujours des nouvelles choses parfois qu'on peut apprendre. Les gens aussi changent avec le temps. Nos valeurs peuvent changer, nos visions politiques, notre sexualité peut prendre des tournants différents. On peut tomber malade, qui fait en sorte qu'il faut s'adapter à différentes choses. Et donc, toutes ces réalités-là font en sorte qu'on peut changer. Et il faut s'adapter finalement à ces changements-là. Est-ce que les changements de mon partenaire et les changements que moi je suis en train d'avoir sont effectivement des choses que je veux toujours dans ma relation? Ça se peut qu'avec le temps, mon partenaire devienne plus bougonneux, plus aigri, plus impatient. Il y a des changements hormonaux qu'il peut avoir chez un ou chez l'autre. Il peut avoir des difficultés avec les enfants, par exemple, comment ces gens-là changent. On découvre de l'impatience chez l'autre suite à un décès ou une perte de travail, un problème de santé mentale qui se présente, qui change quand même considérablement la personnalité de l'autre. Donc, vous voyez comment il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent changer. Puis, on parle souvent d'amour inconditionnel. Ce qui veut dire que quand je suis dans un amour inconditionnel, ça veut dire que j'ai finalement aucune limite. Peu importe ce que mon partenaire va faire, je ne vais rien changer, je vais toujours avoir de l'amour pour cette personne-là. Ce qui peut parfois être dangereux parce qu'on peut accepter des choses qui finalement vont à l'encontre de notre intégrité, qui ne nous convient pas vraiment, mais par vision de l'amour, de qu'est-ce que c'est, on ne met pas de limite et on aime indéfiniment cette personne-là. On reste dans des relations qui peuvent parfois être toxiques, voire même potentiellement violentes à certains égards. Donc, ne pas avoir un amour qui est plein, mais un amour qui n'est pas nécessairement aveugle, c'est quand même avoir cette capacité-là de voir qu'il va y avoir des changements et que je dois refaire en fait aussi des choix de façon assez régulière sur est-ce que la relation actuellement me convient. Mais bien des gens, surtout quand ça fait longtemps qu'on est engagé, qu'on a investi beaucoup d'émotions, de temps, même parfois d'argent, remettre en question parfois notre relation d'une longue durée où il y a beaucoup d'engagements de différentes sortes. Il y a un attachement aussi qui s'est fait, il y a une intimité, il y a une amitié, il y a un aspect compagnon de vie qui s'est créé. Ça peut être des questions qui peuvent être difficiles, mais qui sont, somme toute, importantes. Parce que c'est important de vouloir rechoisir son partenaire à plusieurs moments de notre relation pour vraiment faire en sorte que la personne que j'ai choisie, ce n'est pas juste la personne du début, c'est la personne qui a évolué, c'est la personne que j'ai découvert, que j'ai exploré, puis que j'ai eu une curiosité. Puis est-ce que ce partenaire-là, aujourd'hui, me choisirait encore aujourd'hui? Puis avoir effectivement ce choix-là renoué, sans qu'il soit nécessairement dit verbalement, qui peut être nécessairement le cas, tout comme certaines personnes même font des cérémonies par rapport à ça, ou qui vont se remarier en fait avec la même personne, renouer leurs noces par exemple. Et donc, faire ce choix-là, rechoisir en fait notre partenaire, c'est un signe aussi de maturité relationnelle parce qu'on a pris le temps en fait de vraiment réfléchir de est-ce que ça me convenait, est-ce que ça ne me convenait pas. Et l'aspect aveuglément, justement, c'est là que, est-ce que je dois être vigilant envers mon partenaire, jaloux, etc. Qu'est-ce qui est de la bonne vigilance? Qu'est-ce qui tombe peut-être dans de la jalousie excessive? Est-ce que je peux faire confiance à mon partenaire dans ses actions? Et donc, c'est toujours pertinent, effectivement, d'avoir une certaine vigilance, de ne pas être complètement aveugle, en fait, à qui est notre partenaire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, je me retrouve souvent avec des couples où un des partenaires a été trompé, l'autre a été infidèle, et puis la personne, elle est complètement surprise, elle ne s'attendait pas du tout à ça, en fait. Donc, elle avait un certain angle mort où elle s'est dit, cette personne-là ne pourra jamais être infidèle. Et elle a été complètement surprise, cette personne-là, ou ces gens-là, en fait, sont généralement très surpris, parce qu'ils se sont voilés, en fait, à la réalité que tout le monde peut être infidèle. Tout le monde peut tromper. Tout le monde peut mentir. Même les gens qui ont l'air d'être les plus transparents, les plus honnêtes, il peut avoir des événements dans une vie où une personne va choisir de faire des choix qui ne sont peut-être pas les meilleurs ou les plus considérants des gens de leur entourage. Et donc, il faut rester effectivement avec cette certaine vigilance-là sans qu'elle soit maladive. Mais ce que je veux dire par vigilance, ce n'est pas de tout le temps surveiller, mais c'est d'avoir en tête que ces choses-là
peuvent arriver, sans obséder dessus, sans devenir maladif, sans spinner dans de la grosse anxiété puis de l'angoisse que quand est-ce que ces choses vont arriver. Ça, c'est les gens qui, effectivement, tombent plus dans de la jalousie. Donc, la jalousie, c'est une émotion qui est désagréable à vivre. C'est une émotion qui est souffrante et douloureuse, qui nous fait vivre beaucoup d'anxiété, qui fait en sorte qu'on s'imagine toutes sortes de scénarios négatifs de qu'est-ce qui pourrait arriver dans notre relation. Et on a ensuite des comportements généralement de contrôle. Tandis que la vigilance, c'est que je vais m'imaginer potentiellement ces scénarios-là ou la possibilité de ces scénarios-là, mais je ne vais pas nécessairement scruter, regarder dans l'historique de l'autre, poser toutes sortes de questions interrogatoires, mais je suis conscient que ça se peut que ça l'arrive et que si j'ai quelques signes qui me pointent vers ça, je vais commencer à poser des questions. Donc la vigilance, ça peut être effectivement une bonne affaire, mais l'intensité, l'attitude que je prends, le ton accusateur ou le ton de curiosité que je peux avoir va faire toute la différence dans ces discussions-là que je peux avoir. Et donc, pas non seulement par rapport à la possibilité de tromperie ou de mensonge, mais c'est juste d'être conscient que notre partenaire va changer. Et donc, si tous les scénarios que j'ai mentionnés tantôt, la perte d'emploi, le décès d'un enfant, le décès d'un parent, d'un ami, un problème de santé mentale qui se présente, j'ai été assez vigilant que si ces choses-là se passent, je ne vis pas dans un monde rose où que toutes les choses vont bien se passer. Avoir un enfant, par exemple, handicapé, ça l'amène beaucoup de difficultés. 75% des parents, en fait, se divorcent quand ils ont des enfants avec des difficultés ou des particularités, parce que souvent les parents ne s'entendent pas sur comment gérer la situation, ou en fait la difficulté que ça peut amener crée beaucoup de conflits, de tensions, de stress, et donc les parents finissent parfois là, par se séparer à cause de ça. Donc les défis mettent à l'épreuve en fait notre relation, nous démontre en fait la résilience, la gestion émotionnelle de l'autre personne, sa capacité justement d'être considérant des autres, mais aussi d'avoir une certaine priorité à l'égard de soi-même, de prendre soin de soi, pas juste d'autrui non plus, ou une personne qui peut être égoïste ou narcissique, très centrée sur eux par rapport à ces situations-là. Une mauvaise gestion émotionnelle, faire subir finalement nos émotions puis notre immaturité, nos insécurités à notre entourage. Et donc, ne pas vivre dans une relation où ce qu'on aime pleinement, donc on s'engage entièrement dans la relation, mais on ne vit pas aveuglément non plus à toutes ces possibilités-là. Par contre, il y a des gens, c'est pas être aveugle qui ont de la difficulté, effectivement, c'est ils ont de la misère à s'engager. Ils ont cette crainte-là, finalement, qu'ils vont se faire blesser. Ils sont toujours en train d'être sur une limite, si vous voulez. Ils sont craintifs, en fait, de ce qui pourrait se passer, de qui pourrait découvrir, ne font pas vraiment confiance. Souvent, c'est des gens qui ont été blessés dans des anciennes relations et donc maintenant, ils sont hyper vigilants. Ils attendent, en fait, quand la prochaine situation négative va se passer. Donc, ils ne se laissent pas pleinement aller dans leur sexualité, dans leur amour. Il y a toujours une restriction, en fait. Souvent, les gens vont me parler comment ils ne veulent pas être plus aimer l'autre personne que d'être aimé. C'est quelque chose, en fait, ou plus désiré que l'autre, ou être plus désirant, en fait. Ces gens-là sont toujours sur « moi, je vais être la personne qui va être capable de partir de cette relation-là ». Je ne veux pas me retrouver dans une posture de dépendance à l'égard de l'autre. Donc, si j'aime plus l'autre, je désire plus l'autre, je suis plus accroché, je suis plus dépendant à l'autre, ça me met dans une position fragile. Je ne dirais pas vulnérable, parce que la vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose qui prend du courage et qui nécessite, en fait, oui, de s'exposer, mais qui ne fait pas qu'on est nécessairement fragile. Donc, les gens qui sont dans la dépendance sont généralement plus fragiles. Tout comme les gens qui sont dans l'indépendance sont aussi fragiles. C'est souvent des dépendants qui ont été blessés dans le passé et qui maintenant ont pris une grande distance émotive pour ne pas se retrouver dans cette blessure-là. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est juste se protéger de la fragilité, pas réellement en fait de la blessure comme telle. Parce qu'ils veulent en fait ce lien-là, mais ils ont trop peur en fait d'aller dedans. Donc, ils gardent une distance. Tandis que la personne vulnérable s'expose, laisse les émotions en fait d'amour, de désir aller envers l'autre, mais comme j'expliquais tantôt, ils ne sont pas nécessairement dans un aveuglement total. Ils sont très conscients que cette situation-là pourrait changer, que les circonstances pourraient apporter des défis difficiles qui vont devoir nous amener à faire un nouveau choix, soit de continuer ou soit d'arrêter la situation. La relation, je veux dire. Donc, posez-vous la question, selon vous, votre pattern à vous,
Votre partie aveugle, vigilance, hypervigilance, est-ce que vous aimez avec de la jalousie? Est-ce que vous aimez pleinement? Est-ce que vous laissez en fait emporter par vos émotions ou des fois vous ravalez un peu vos émotions pour vous protéger? Est-ce que vous voyez l'amour comme quelque chose de dangereux? Est-ce que vous ne croyez pas vraiment à l'amour en fait? Vous trouvez que c'est un peu farfelu ou c'est ridicule ou c'est des gens immatures qui tombent en amour de cette façon-là? Est-ce que vous faites ça par expérience blessante, puis que maintenant vous vous protégez, puis que maintenant vous avez besoin peut-être de rabaisser les autres personnes qui, eux, tombent en amour pour rassurer, pour confirmer votre propre choix? Ou est-ce qu'effectivement, vous avez développé une certaine vigilance, vous n'êtes pas aveugle, vous prenez un certain recul par rapport à l'amour que vous pouvez ressentir avec une personne. Donc, vous vous laissez emporter par l'émotion, mais vous restez toujours conscient que ces émotions-là peuvent changer du jour au lendemain pour toutes sortes de raisons qui peuvent se passer des circonstances plus difficiles. Et posez-vous la question inversement. Votre partenaire, eux, comment est-ce qu'ils vous aiment? Comment est-ce qu'ils vous désirent? Est-ce qu'ils se protègent de tomber dans des blessures? Est-ce qu'au contraire, ils sont infatuated, comme on dit en anglais, sont aveuglément d'amour avec vous, ils sont complètement pas conscients en fait de tous ces changements-là, qui ont un discours parfois un peu Disney-esque finalement de l'amour, puis est-ce que c'est congruent avec la manière que vous vous aimez, ou au contraire, ça peut créer en fait un peu de flémèche, de conflit ou de tension. Parce que ça aussi, c'est un conflit qui revient souvent dans les couples, cette impression-là qu'on n'aime pas de la même façon. Et je ne parle pas des différentes façons d'exprimer son amour, comme le toucher, le temps, les services et les cadeaux, tout ça. Je parle vraiment de cette intensité-là, en fait, que je me permets de vivre. Donc, si je sens, moi, que j'aime plus l'autre, mais je vais peut-être être craintif. Je vais peut-être craindre que l'autre m'aime moins et je vais critiquer peut-être la manière que l'autre exprime, en fait, finalement, son amour ou se laisse pas aller. Ou au contraire, l'autre qui va trouver parfois l'autre envahissant finalement avec l'expression de son amour qu'il peut ou elle peut considérer un peu dépendant à son égard. Merci d'avoir écouté ce podcast de la première épisode du podcast de la saison 4, Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires ou vos suggestions de thématiques que vous aimeriez aborder ou aller voir sur notre site nos différentes ressources à lesexologue.ca.